Il fallait bien sûr, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai ça en tête, qu'on vous parle sur Boursorama de ce concept très en vogue chez les investisseurs, le smart beta. Ils n'ont plus d'ailleurs souvent que ce mot à la bouche. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, fondateur du site N3D, où je le disais, voilà, concept à la mode. Ouais. L'idée, c'est mieux gérer les risques de marché et mieux diversifier les risques de marché. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on a tout dit. Ça ressemble, vu de loin, un peu à une boîte noire. C'est pas le cas? Non, alors non. C'est vrai que c'est à la mode. C'est vrai qu'il y a un peu, c'est en vogue. Il y a un peu un phénomène de mode sur certaines approches smart beta, mais il y en a toujours des phénomènes de mode. Souvenez-vous, il y a 10 ans, ce qui était trendy, c'était le 130-30. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ISR. Il y a un peu de tout. C'est pas toujours une boîte noire quand même. Le smart beta, souvent, le smart beta, c'est une gestion systématique à base de règles. Donc c'est loin d'être une boîte noire, et ça c'est bien. Et puis à côté de ça... Pourquoi smart beta juste, pourquoi smart beta? Parce que le bêta c'est quand on fait... C'est le marché. Le bêta c'est le marché. Grosso modo, quand vous avez de la performance, soit elle est liée au marché, c'est le bêta, et dans ce cas-là vous achetez le CAC 40, c'est du pur bêta. Soit vous faites de l'alpha, quand on fait mieux que le CAC 40. Voilà, et ça c'est l'intervention humaine. Donc smart bêta c'est faire mieux que le marché? Oui, parce qu'il y a eu plusieurs générations d'ETF. Cette notion de bêta, elle est apparue avec les ETF, quand on s'est dit, c'est pas possible de battre le marché. Donc on va jouer le marché. L'ETF joue le marché, et on a eu plusieurs générations d'ETF. On a eu des ETF sur les grands indices, le CAC 40, le S&P 500, et puis une fois que tous ces grands indices ont été trustés, on est allé sur des indices sectoriels, des sous-indices, et puis il y a 10 ans, on a vu arriver sur le marché des choses zazou. Aux États-Unis, vous avez eu un ETF, Healthcare Oncology, qui traquait la performance d'un indice oncologie, et quand vous regardiez l'indice, il y avait 7 valeurs à l'intérieur. Donc autant vous dire que c'est un indice qui ne valait pas grand-chose. Cet ETF Healthcare Oncology a duré 8 mois. Ouais. Et puis à un moment, on a tellement utilisé tous les indices, on s'est dit, bon, il faut trouver quelque chose, on va faire du smart beta. Donc un indice qui est plus intelligent. Oui, c'est ça. Alors juste, l'idée en tout cas, c'est que, on va expliquer ce que c'est, mais il y a à boire et à manger, encore une fois, dans cette idée-là, avec derrière cette idée, encore une fois, de rendre l'indice plus intelligent. Quel est le problème, encore une fois, avec... Parce que tous les indices ne se valent pas. Il y a des... En quoi le CAC 40 n'est pas intelligent? Il y a un biais, parce qu'effectivement, on sait que quand on pondère par la capitalisation, on a le poids total qui est très important, d'LVMH et de L'Oréal. En quoi c'est problématique? Vous avez eu plusieurs générations d'indices. Si on prend les États-Unis, vous avez 2 grands indices. Enfin, il y en a plein, mais il y a le S&P 500. Et il y a le Dow Jones. Historiquement, le plus ancien, le plus vieux indice, c'est le Dow Jones. Alors, ce Dow Jones, il a pour lui la légitimité historique, c'est le plus vieux, mais en même temps, en termes de méthodologie, c'est assez bête. On prend des valeurs et c'est équipondéré. Et à un moment, on s'est dit, on va prendre des valeurs et on va les pondérer en fonction de la capitalisation. Ce qui est le cas de tous les indices boursiers dans le monde, en dehors du Dow Jones. Mais oui, sauf que ça crée des biais. Alors, parmi les premiers à se dire... Donc le Dow Jones, il est smart beta? Non, le Dow Jones, il n'est pas smart beta. Il est archaïque. Le Dow Jones est archaïque. Mais parmi les premiers à se dire, on va faire des choses un petit peu plus subtiles, il y a PowerShare, qui était à l'époque une division d'Invesco, qui a fait des ETF sur indices RAFI. R-A-F-I. Et ces indices RAFI, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, bon, on va pas pondérer par la capitalisation boursière. Pondérer par la capitalisation boursière, c'est ce que vous disiez. Plus l'entreprise pèse lourd en bourse, plus elle va peser lourd dans l'indice. Et les indices RAFI disaient, on va faire une pondération en fonction des fondamentaux. On va tenir compte de la croissance du chiffre d'affaires, de la marge nette, etc. Et ça, c'était pas seulement du poids boursier. Et pas seulement du poids boursier, ça tenait compte de la performance économique. Et ça, c'était astucieux, puisque on disait, plus une entreprise a de bonnes performances économiques, qu'on peut objectiver par des ratios, plus elle va peser lourd dans l'indice. Autre chose qu'on a fait en Smart Beta, on s'est dit, on va pondérer, on va faire des indices Smart Beta low volatilité, faible volatilité. C'est quoi? On va accorder aux valeurs un poids d'autant plus important qu'elles sont peu volatiles. Ça, c'est apparu après les années 2008. On avait été stressé par la volatilité. Donc, on a vu arriver des indices et des smart beta low vol. Tout ça, c'est intéressant et tout ça fonctionne sur des règles. Donc, ce n'est pas nécessairement des boîtes noires et vous avez des fonds, pas que des ETF, qui sont sur cette logique. Je prends un exemple, le OFI Euro Equity Smart Beta. C'est régi par des règles. C'est du smart beta, c'est-à-dire qu'on se dit on va faire plus astucieux que l'indice. Ouais, avec l'idée encore une fois qu'il y a des sociétés de gestion qui sont là, qui refont leur cuisine, qui retripatouillent les indices, avec l'idée encore une fois
de les rendre plus performants et moins risqués. Et là, on se dit effectivement... c'est tout le problème des phénomènes de mode. Est-ce que ça marche? Ça marche à la martingale, ce truc-là. C'est tout le problème des phénomènes de mode, c'est que parmi les gens qui font du smart beta, il y a, à mon sens, deux grands types de motivation. Et puis des fois, il peut y avoir un mix entre les deux. Il y a des gens qui disent on va essayer de faire des choses plus astucieuses que juste de la gestion purement pondérée par le poids, par la capitalisation. On l'a évoqué, c'est les indices RAFI. Et puis, c'est astucieux parce que ça induit de la créativité. Il y a de la recherche, on essaye de trouver de nouveaux types de pondération. Et souvent, ça donne de bons résultats en termes de performance, ces indices. Et puis, à côté de ça, vous avez des phénomènes de mode. Et là, c'est problématique. Là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ce smart beta, ça a été poussé par le développement des ETF. Qu'est-ce qu'on aime sur les ETF? On aime trois choses sur les ETF. On aime parce que c'est pas cher. Ouais. Parce que c'est où on va. On sait où on va, c'est transparent. Et puis, parce que souvent, il y a la légitimité de l'indice. C'est-à-dire, vous vous dites, ouais, j'achète le CAC 40. Bah, le CAC 40, tout le monde sait ce que c'est. Et j'achète le S&P. Et alors, le problème avec le smart beta, on perd au minimum deux éléments qui sont la transparence, puisque ce n'est pas une boîte noire, mais c'est de la gestion systématique, et on perd la légitimité de l'indice. Parce que chaque société de gestion va avoir son propre indice. Chacun fait, entre guillemets, ce n'est pas sa cuisine, mais chacun fait son moteur. Bon, on y va ou pas, encore une fois? Les performances, elles sont au rendez-vous ou pas? Oui, il y a de la performance, mais le problème, vous ne pouvez pas comparer un indice Smart Beta souvent à un autre. Oui. Ah ouais, donc c'est ce qui rend... Alors, lequel on choisit dans ces cas-là? Alors, souvent, enfin parfois, certains se disent, mais peut-être que le Smart Beta, c'est le chaînon manquant entre la gestion active et la gestion passive. Ouais. Moi, je n'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Je trouve que la question est un petit peu métaphysique. Le Smart Beta, c'est, dans la grande majorité des cas, une gestion systématique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des règles. Et Sauf que chacun fait sa propre cuisine dans son coin. Mais oui, chacun, c'est le propre. Pas tout le monde est bon cuisinier. Donc voilà, c'est le propre de la gestion, monsieur. Chaque gérant vous dit, soit j'ai des règles, soit j'ai du talent, soit j'ai... en termes de perf, ça donne quoi? Parce que le juge de paix, c'est la perf et la vol. Hein. Eh bien, sur les gestions Smart Beta, vous avez des gestions qui ont de bonnes perfs. C'est pas l'école des fans, on ne peut pas donner une bonne note à tout le monde. Mais c'est pas ça. C'est surtout qu'il faut avoir des éléments de comparaison. Et donc, chaque gestion est spécifique. C'est pour ça qu'on n'a pas de benchmark, on n'a pas de référentiel, on n'a pas d'indice. Comment est-ce qu'on se compare alors, moi, je crois que le vrai sujet, c'est pas comment est-ce qu'on se compare, c'est comment on choisit. Voilà, comment on est convaincu d'y aller ou pas. Moi, je crois qu'il faut revenir, alors pour le coup, sur les fondamentaux. Ouais. On veut vous vendre un fonds Smart Beta, quel qu'il soit. D'abord, il faut prendre le temps de lire le prospectus. Ah ouais, monsieur. On n'est pas tous experts comme vous. Hein. Mais ce n'est pas une question d'être expert ou pas. Il y a un moment, il faut faire un peu vos devoirs d'école. Quand vous achetez une voiture, vous acceptez parce que ça vous excite d'y passer du temps. Quand vous mettez votre argent, que vous préparez votre retraite, il faut accepter d'investir un peu de votre temps. Ou sinon, trouver quelqu'un... Mais deux choses. Vous regardez le prospectus, vous regardez le rapport de gestion. Et là, vous allez voir, c'est simple. Soit vous comprenez la logique générale sans devenir un expert, soit vous dites, OK, j'ai compris à quoi ça répond, soit vous comprenez la logique générale et vous pouvez éventuellement y aller, soit, moi ça m'est arrivé, bien que je sois, comme vous dites, un expert, de lire des prospectus, des rapports de gestion, de juste rien comprendre. Alors, si Laurent ne comprend pas, quand on ne comprend pas, et quand on ne comprend pas, il ne faut pas monter dans le train. Ouais. Donc on se dit quoi? Parce que jusqu'à présent, c'était surtout un produit qui était destiné aux institutionnels, évidemment, le caisse de retraite et autres. Aujourd'hui, c'est plus un produit de banque privée ou ça se démocratise? Ça se démocratise. Ça se démocratise. Et on y va ou on n'y va pas au final? Oui, on peut y aller. Mais parce que sur le papier, ça donne envie. On retravaille un indice, encore une fois, pour qu'il soit plus performant, moins risqué. On a envie d'y aller, quoi. Hein. David, votre question, elle est binaire. C'est pas on y va pas. C'est au cas par cas. On regarde chaque offre qu'on me fait. Ok, c'est pas parce qu'il y a Smart Beta, que fatalement il faut y aller, ou qu'au contraire, il faut dire on n'y va pas. C'est au cas par cas, on me fait une offre, je prends le temps de lire le prospectus, je prends le temps de relire les reportings, d'essayer de comprendre, et puis j'y vais si j'ai une conviction positive. Mais c'est vrai des fonds Smart Beta, c'est vrai de tous les fonds. C'est pas parce que c'est géré. En particulier, moi je pense que c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile, mais parce que une bonne diversification, une bonne allocation d'actifs. On est beaucoup sur du phénomène de mode. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène de mode qui est majeur, c'est l'ISR. Ouais. Toutes les maisons vous disent la main sur le cœur, je fais de la gestion ISR. Okay? Investissement socialement responsable. Dans l'investissement socialement, dans certains cas, ça correspond à une réalité avec des gens qui ont un track record qui s'y intéressent depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Okay, qui ont une vraie expertise, et pour d'autres, c'est du greenwashing, c'est ça? Ouais, c'est du greenwashing, c'est-à-dire que je saupoudre un peu. Et donc, on ne peut pas, en bloc, dire l'ISR, c'est du greenwashing. Alors, bien. Un ou deux fonds Smart Beta qui sont bons. On pourrait donner un... Écoutez, moi, j'ai en tête deux produits qu'on a évoqués. Le OFI Euro Equity Smart Beta et puis un CPA Smart Beta Credit. Ceux-là, ils ont... Ceux-là, ce sont des fonds qui sont relativement jeunes, mais sur la base de ce qu'ils indiquent... Jeunes, c'est-à-dire 1 an, 2 ans? Ah non, moins que ça. Ce sont des fonds... Comment juger un fonds qui a 6 mois, je veux dire? Parce qu'il y a un moment, vous jugez sur la lisibilité de la gestion. Il y a un moment, si pour investir... C'est un petit peu tôt, pour avoir le recul suffisant pour se dire c'est performant. Si pour investir dans un fonds, il faut attendre qu'il ait 3 ans ou 5 ans, ça veut dire que les fonds ne vont jamais passer le cap. Il y a un moment, on juge sur le track record et on juge... L'historique des performances. L'historique des performances, vous avez raison. On juge sur l'historique des performances et on juge sur la transparence, sur le fait que je comprends ce que les gens me racontent. Et je comprends le prospectus, je comprends le reporting. Moi, je comprends ce qu'il raconte, Lorenzini. Après, il faudra lire les prospectus. On jugera sur pièce. Allez, merci Frédéric. Bye. À bientôt. Ciao.